tout à l'heure. Tu crois qu'on a mal pour mourir? Je ne peux pas vous dire. Pendant la guerre, ceux qui étaient blessés au ventre, ils avaient mal. Moi, je n'ai pas été blessé. Comment vont-ils me faire mourir? Je ne sais pas. J'ai entendu dire que pour ne pas souiller la ville de votre sang, ils allaient vous murer dans un trou. Vivante? Oui, ils ne veulent pas de quelque chose de rapide. Ils veulent vous entendre pleurer, crier, les supplier. Pour eux, vous êtes un exemple. Il faut que vous le regrettiez. Au tombeau, au lit nuptial, au ma demeure souterraine, toute seule, de bêtes. Quoi, de bête? Des bêtes se serreraient l'une contre l'autre pour se tenir chaud. Je suis toute seule. Si vous avez besoin de quelque chose, je peux peut-être y voir. Non. Je voudrais seulement que tu remettes une lettre à quelqu'un quand je serai morte. Comment ça, une lettre? Une lettre que j'écrirai. Ah ça non, moi si on me fouille, c'est le conseil de guerre. Je ne peux pas tout risquer pour une prisonnière. Même vous. Ce que je peux, si vous voulez, c'est écrire sur mon carnet ce que vous auriez voulu dire. De mon écriture, ce n'est pas pareil. Ton écriture? C'est trop laid tout cela. Tout est trop laid. Vous savez, moi, si vous ne voulez pas... Non, écris. Mais fais vite. J'ai peur que nous n'ayons plus le temps. Écris. Mon chéri, j'ai voulu mourir et tu ne vas peut-être plus m'aimer. Mon chéri, j'ai voulu mourir et tu ne vas peut-être plus Et m'aimer. Créon avait raison. C'est terrible maintenant. À côté de cet homme, je ne sais plus pourquoi je meurs. Et Créon avait raison, c'est terrible. Oh, et mon autre petit garçon, je comprends maintenant seulement combien c'était simple de vivre. Eh, dites, vous allez trop vite. Comment voulez-vous que j'écrive? Je suis garde, pas scribe. Où étais-tu? C'est terrible à côté de cet homme. Je ne sais plus pourquoi je meurs. On ne sait jamais pourquoi on meurt. J'ai peur. Non, raye tout cela. Il vaut mieux que jamais personne ne le sache. C'est comme s'il devait me voir nue et me toucher quand je serai morte. Mais seulement, pardon. Alors, je raye la fin et je mets pardon à la place. Oui, pardon mon chéri. Sans la petite Antigone, vous aurez tous été bien tranquilles. Je t'aime. Sans la petite Antigone, vous auriez tous été bien tranquilles. Je t'aime. C'est tout? Oui, Et à qui est-elle adressée? Allez, allez. Il est temps. Une terrible nouvelle! On venait de jeter Antigone dans son trou. On n'avait pas fini de rouler les derniers blocs de pierre lorsque Créon et tous ceux qui l'entourent entendent soudain des plaintes qui sortent du tombeau. Chacun se tait et écoute, car ce n'est pas la voix d'Antigone. C'est une plainte nouvelle qui sort des profondeurs du trou. Tous regardent Créon, et lui qui a deviné le premier, lui qui sait déjà avant tous les autres, hurle soudain comme un fou. Enlevez les pierres! Enlevez les pierres! Les esclaves se jettent sur les blocs entassés, et parmi eux, le roi suant dont les mains saignent. Une pierre bouge enfin, et le premier se glisse dans l'ouverture. Antigone est au fond du tombeau, pendue au fil de sa ceinture. Des fils bleus, des fils verts, des fils rouges qui lui font comme un collier d'enfant. Et Aimon à genoux qui la tient dans ses bras et gémit, le visage enfoui dans sa robe. On bouge un bloc encore et Créon peut enfin descendre. On voit ses cheveux blonds dans l'ombre, au fond du trou. Il essaie de relever Aimon. Il le supplie. Aimon ne l'entend pas. Puis soudain il se dresse. Les yeux noirs. Et il n'a jamais tant ressemblé au petit garçon d'autrefois. Il regarde son père sans rien dire. Une minute. Et tout à coup, il lui crache au visage. Et tire son épée. Créon a bondi hors de portée. Alors Aimon le regarde avec ses yeux d'enfant, lourd de mépris. Et Créon ne peut éviter ce regard comme la lame. Aimon regarde ce vieil homme tremblant à l'autre bout de la caverne. Et sans rien dire, il se plonge l'épée dans le ventre et s'étend contre Antigone, l'embrassant dans une immense flaque rouge.